Alors, Hamid Malouf, qui a publié il y a 2 mois ce livre que peut-être certains d'entre vous ont lu. Est-ce que certains l'ont lu d'ailleurs? Non? Je pense qu'après cette conférence, j'espère en tout cas vous aurez envie de le lire. En tout cas, c'est un livre nécessaire et qu'il faut lire. Bonsoir Hamid Malouf. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici. Vous publiez donc Le dérèglement du monde. C'est un livre à destination de vos contemporains, nous-mêmes, que vous appelez aussi vos compagnons de voyage, pour réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Un livre écrit du haut des 2 cultures, arabe et occidentale, que vous aimez tant. Vous y regrettez que le monde soit passé de clivages idéologiques à des clivages identitaires. Vous nous dites qu'il faut inventer une nouvelle échelle de valeurs où la culture doit se trouver au cœur et qu'il est grand temps de gérer désormais le monde comme une vaste nation universelle. Car il y a pour vous d'un côté un Occident qui s'est aliéné une grande partie du monde en trahissant ses propres valeurs, et puis de l'autre un monde arabe humilié qui se replie sur lui-même. Bref, le monde a atteint ce que vous appelez son seuil d'incompétence morale. On va revenir sur toutes ces thématiques pendant 7h15 ensemble. D'abord, vous deviez, et puis j'imagine vous devez être encore sacrément inquiet et en colère pour écrire un tel livre. C'est peut-être d'ailleurs aussi la colère qui vous avait poussé à écrire il y a 10 ans Les identités meurtrières. D'abord, merci de votre accueil, surtout en ce lieu merveilleux qui est en lui-même une source d'inspiration. C'est vrai que ce livre est né d'une inquiétude, et c'est vrai que cette inquiétude n'est pas toute nouvelle. Moi, comme beaucoup de gens, j'ai été fasciné par l'événement de référence pour ma génération, qui est la chute du mur de Berlin. Je pense que c'était le début de quelque chose. En tout cas, ça a soulevé, chez moi comme chez d'autres, un immense espoir. Et en même temps, par certains côtés, cet espoir a été déçu. Et la première chose qui m'avait inquiété, c'est que nous sommes passés d'un monde où les clivages étaient essentiellement idéologiques, intellectuels, et où il y avait en permanence un débat dans toutes les sociétés humaines. On est donc passé à un monde où les clivages sont essentiellement identitaires, et les clivages identitaires ne favorisent pas le débat, et ils ne favorisent pas la vie commune dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos villes. Et donc, ça, c'était une première inquiétude qui a commencé à se manifester assez vite après la chute du mur, notamment avec les événements de l'ancienne Yougoslavie. Et j'ai écrit à ce moment-là un livre qui s'intitulait « Les identités meurtrières », qui était un peu la manifestation de cette inquiétude. Et je dirais que cette inquiétude s'est élargie avec d'autres événements. Après ce premier livre qui était publié en 1998, il y a eu toutes sortes d'événements, notamment le 11 septembre 2001, notamment la guerre d'Irak et beaucoup d'autres choses. Et il m'a semblé qu'il y avait, outre la question des identités, qui demeure une question essentielle, il y a d'autres dérèglements. Bon, depuis quelques années, j'étais alerté par tout ce qui a été dit à propos du dérèglement climatique. J'ai énormément lu sur cette question. Je ne suis pas un scientifique et donc je ne vous demanderai pas de me prendre au pied de la lettre parce que je ne suis pas le mieux placé pour expliquer le phénomène. Mais en tant que citoyen, je pense que je ne pouvais pas rester indifférent et tout ce que j'ai lu m'a effectivement inquiété. Et je pense que c'est un sujet d'inquiétude. Nous allons peut-être on y reviendra. Qui dit dérèglement dit à un certain moment règlement. Oui, en tout cas... Le monde a-t-il été réglé à un moment donné pour vous? Non, sincèrement non. Quand je dis dérèglement, effectivement, ça peut prêter à confusion. Ça ne veut pas dire que le monde fonctionnait comme une horloge et qu'à un moment donné, il a été déréglé. Ça ne veut pas dire non plus que le monde d'avant la chute du mur était le monde dont nous pouvions rêver. Aujourd'hui, nous avons un peu oublié, mais c'était quand même un monde où il y avait des arsenaux nucléaires qui se faisaient face, il y avait un risque
de guerre nucléaire qui était suspendu au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Il y avait aussi, quand je dis débat, il n'y avait pas que le débat, il y avait aussi des conflits souvent violents au sein de beaucoup de sociétés. Donc il ne s'agit pas d'idéaliser le temps d'avant, ni de considérer que le monde fonctionnait correctement. Simplement, l'espoir né à la chute du mur de Berlin nous faisait miroiter un monde réconcilié déjà, un monde où on aurait dépassé l'époque de la guerre froide vers quelque chose de radicalement meilleur. Et ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. Je pense aussi que le monde, les 20 dernières années, ce n'était pas uniquement des événements politiques et autres. Il y a eu une véritable révolution que nous avons tous vécue au niveau technologique. Le monde d'aujourd'hui ne ressemble vraiment pas à celui d'il y a 20 ans. Il y a l'Internet qui n'existait pas à l'époque. Il y a tous ces instruments qui ont rendu la communication complètement différente. Et je pense que nous sommes dans un univers mental, intellectuel complètement différent. Et cet univers nouveau exige une autre vision du monde. Nous avons vraiment besoin de repenser ce monde. Nous sommes devant des réalités qu'aucune génération avant la nôtre n'a connues. Nous avons vraiment besoin de repenser le monde. Et il me semble que ce travail de penser, de réimaginer le monde n'a pas été fait. Il a peut-être été fait un peu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais nous aurions eu besoin de faire ce travail après la chute du mur, et ça n'a pas été fait. Donc on a véritablement besoin de se demander déjà où nous allons. Je crois qu'il y a une question de finalité qui se pose dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous essayons de construire? Il y a des réalités nouvelles. Où allons-nous? Et ce sont des questions que nous avons besoin de nous poser. Avec la crise économique, on se rend compte qu'on ne va pas nécessairement dans la bonne direction, avec la question climatique également. On a vraiment besoin de se poser des questions. Où allons-nous? Quel monde voulons-nous construire? On pourrait avoir la tentation de vous dire aussi, finalement, il y a des raisons de s'inquiéter, certes, mais finalement, l'humanité, elle a toujours su résoudre les dangers auxquels elle était confrontée ces dizaines de dernières années. Pourquoi aujourd'hui c'est plus difficile qu'à une autre époque? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette époque? Je serais d'accord sur le fait que nous avons pu, parfois miraculeusement, éviter le pire. Quand on voit qu'il y avait deux énormes arsenaux nucléaires et que l'une des deux superpuissances s'est en quelque sorte dissoute pratiquement sans un coup de feu, probablement qu'on ne pouvait pas s'y attendre il y a quelques dizaines d'années. Quand on voit que le monde a pu dépasser toutes les entreprises totalitaires de l'extrême gauche et de l'extrême droite au cours du XXe siècle, c'est vrai que nous avons échappé à quelque chose. En même temps, je ne pense pas que ce soit la bonne attitude de se dire de toute façon, nous allons trouver par l'effet de la Providence une issue. Je pense que nous devons aussi jouer notre rôle. Nous devons aussi nous demander si nous ne faisons pas fausse route. Nous avons besoin d'aider un peu la Providence. Je pense qu'il ne suffit pas de compter sur la Providence ou sur la chance pour échapper au péril. Et pour répondre de manière plus précise, il y a effectivement des périls qui n'étaient pas évidents, notamment la question climatique. Je pense que là, nous avons une sorte de bombe à retardement qui est en train de faire tic, 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 et je ne suis pas sûr qu'il suffise d'attendre pour que ce danger soit écarté. C'est-à-dire que le dérèglement, il est pluriel, en fait, aujourd'hui. C'est aussi ça le problème. C'est qu'il est climatique, il est idéologique, il est ethnique, enfin, il est...
Ce qui est aussi nouveau, c'est que nous sommes en train de consommer beaucoup plus. C'est-à-dire nous avons des milliards de personnes qui entrent dans le cycle de la consommation de masse. Il n'est pas certain que l'humanité puisse vivre pendant si longtemps à ce niveau de consommation. C'est-à-dire les ressources ne sont pas inépuisables. Nous avons senti déjà des tensions à tous les niveaux. L'eau, par exemple, il y a des pressions réelles sur l'eau douce à travers le monde. Il y a toutes les ressources naturelles. Et donc, il y a des réalités nouvelles. Dire, le développement de tous les pays du Sud, les grands pays comme la Chine et l'Inde, je trouve ça merveilleux. Je crois que c'est une grande avancée pour l'humanité entière. En même temps, cela nous met devant nos responsabilités. C'est-à-dire, si les Chinois, demain, commençaient à consommer autant que les Européens, des problèmes vont se poser, sans même dire autant que les Américains. Des problèmes réels vont se poser. Or, personne n'a moralement le droit de leur dire de ne pas avoir dans chaque famille 1 ou 2 automobiles, des téléviseurs, des réfrigérateurs, etc. Enfin, tout ce que consomme une famille dans un pays du Nord. Et il est clair que ni les ressources de la planète, ni l'atmosphère ne peuvent supporter une humanité de 7 ou plus milliards de personnes qui consommeraient à ce niveau. Donc nous avons vraiment besoin de nous dire, nous ne sommes plus dans la configuration d'avant, où on était moins nombreux, on consommait moins. Nous avons besoin de repenser notre mode de consommation, nous devons repenser notre civilisation. Pour revenir à la chute du mur de Berlin, parce que l'Occident, elle a raté quelque chose à ce moment-là, je voudrais que vous nous expliquiez vraiment ce qui s'est passé selon vous, parce qu'elle a été finalement, l'Occident, alors c'est pour faire court quand on dit l'Occident, il était bénéficiaire et en même temps victime de la chute du mur de Berlin, parce qu'il a complètement perdu les repères. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on ne tire pas toujours les bonnes conclusions des événements. Et avec un peu de recul, là nous avons 20 ans de recul, nous voyons que certaines choses n'ont pas été envisagées correctement. Prenons un exemple. Il y avait 2 systèmes politico-économiques qui étaient, pour dire les choses en gros, le capitalisme et le communisme. Il y a un système qui manifestement avait atteint ses limites au niveau de... Bon, c'est une bureaucratie très inefficace économiquement, et donc elle s'est essoufflée, elle est tombée. En face, il y avait un capitalisme qui, pendant des décennies, s'était amendé. Il avait introduit beaucoup plus une dimension sociale, il s'était humanisé. Et ce qui est arrivé en réalité après la chute du mur de Berlin, ce n'était pas un capitalisme de rassemblement, un capitalisme de réconciliation. On a eu exactement l'inverse. C'est-à-dire on a eu, au moment même où le système dirigiste, bureaucratique s'écroulait, on a eu la montée aux États-Unis de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, qui a commencé à dire non, maintenant qu'il n'y a plus le socialisme, on peut se permettre de se débarrasser de tout l'aspect social du capitalisme. Le marché a toujours raison. On ne va pas essayer de contrôler le marché. Ce n'est pas grave s'il y avait des disparités, c'est dans la logique du système. Ce n'est pas grave si des millions de personnes étaient laissées au bord de la route, c'est la logique du système. Et en réalité, au lieu d'avoir un système qui triomphe mais qui rassemble, on s'est retrouvé avec un système qui entre dans le mur parce que, manifestement, il est déréglé au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il aurait fallu un autre système en face de ce système libéral. Non, efficace ou pas d'ailleurs. Non, on avait besoin d'un système qui prenne en compte les lois du marché, mais qui prenne aussi le facteur humain en compte. Parce que, après tout, c'est l'humain qui est essentiel. Mais c'est parce qu'il s'est retrouvé tout seul aussi que ça n'a pas fonctionné. Parce que quand on se retrouve tout seul, on dérape. C'est un peu ce qui est arrivé aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire les États-Unis, quand ils se sont retrouvés unique superpuissance, ils ont commis des erreurs qu'ils n'auraient probablement pas commises s'il y avait quelqu'un en face pour les restreindre. Je pense que c'est une loi de la nature. Et c'est d'ailleurs la loi du système américain lui-même qui est basée sur les équilibres. Quand il n'y a personne en face, on dérape. Et généralement, on va vers le précipice. On a toujours besoin de quelqu'un en face
Et donc le système, effectivement, s'est retrouvé sans cette voix en face qui disait mais là vous vous trompez, là, et il a dérapé, il est quasiment revenu à l'état sauvage, et là probablement que le pendule va dans l'autre sens. Et le passage de clivage idéologique dont vous parliez tout à l'heure à des clivages identitaires, ça a été un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en face il n'y a plus rien? Oui, c'est-à-dire il y a une idéologie qui a subi une défaite majeure, qui est le marxisme. On en a tiré en réalité la conclusion que les idéologies avaient fait leur temps et que maintenant il fallait revenir à d'autres types d'appartenance. Je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Je ne suis pas sûr que le monde ait besoin de se diviser uniquement en fonction d'appartenance religieuse ou ethnique. Je pense que le monde a besoin de débats, peut-être pas le marxisme, mais d'autres doctrines doivent se débattre et doivent être débattues et doivent susciter le débat dans le monde. Et je pense que nous sommes dans un monde où le débat a régressé. Nous sommes dans un monde où les élections ne se passent plus réellement sur les bases d'options différentes. On est dans un monde où les élections se passent beaucoup plus sur la personnalité des candidats. On a la communication qui a remplacé toute forme de débat ou d'information. Et pour moi, c'est malsain. Pour moi, c'est malsain pour la démocratie. Avant de parler du monde arabe, on va parler de l'Occident encore, qui, vous dites dans le livre, adopte en dehors de ses frontières un comportement qui est à l'inverse des valeurs qu'il prône à l'intérieur de ses frontières. Ce qui est un peu comme à l'époque coloniale, finalement, non? Oui, c'est-à-dire on a parfois l'habitude de dire que l'Occident a tort d'essayer de diffuser ses valeurs en dehors de ses frontières. Moi, je dis l'inverse. Moi, je dis, là où l'Occident a eu tort à travers l'histoire, c'est quand il s'est retenu de diffuser ses valeurs en dehors de ses frontières. Et quand il s'est comporté à l'extérieur de ses frontières d'une manière différente de ce qu'il faisait à l'intérieur de ses frontières. Bon, on l'a vu à l'époque coloniale, et puis on l'a revu aujourd'hui. Bon, quand on voit les États-Unis se comporter en Irak ou à Guantanamo, et qu'on voit ce que c'est la démocratie américaine aux États-Unis même, quand on voit, c'est un fossé incroyable. D'un côté, on a la démocratie quand même la plus subtile, le débat le plus élevé, un système fascinant que moi personnellement j'observe avec émerveillement, et on se dit que c'est ce même pays qui, à 50 km de sa côte, a créé un camp de non-droit pour pouvoir détenir des gens pendant 3 ans sans jugement, qu'il pratiquait de la torture avec autorisation écrite des dirigeants. Il y a un problème. Il y a un problème. Je pense que l'Occident a besoin de respecter ses valeurs, de croire en ses valeurs et de croire en la valeur universelle de son système, de sa démocratie, plutôt que de persévérer dans cette attitude qui consiste à dire oui, la démocratie c'est bon pour nous, mais les autres, il faut s'accommoder avec leurs traditions, etc. C'est un discours profondément malsain qui est très répandu. Que de fois j'ai entendu dire, par exemple, que la faute des États-Unis en Irak, c'est d'avoir voulu imposer la démocratie à un pays qui n'en voulait pas. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. Moi, je suis persuadé que les Irakiens avaient soif de démocratie, et étant quelqu'un qui lit l'arabe, j'ai suivi de très près ce qui se disait à l'époque, à la chute de Saddam Hussein, et les gens avaient vraiment envie d'avoir un système démocratique, moderne, qui fonctionne. Et le problème, c'est que les États-Unis ne leur ont pas apporté cela. Ils ont apporté autre chose, parce qu'ils sont allés avec d'autres projets, d'autres
d'autres dessins. Et... Ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, vous dites que dès les premières semaines de l'occupation, l'erreur finalement, ça a été de mettre en place un système de représentation politique basé sur l'appartenance religieuse ou ethnique, ce qui a aussitôt provoqué un déchaînement de violence sans aucun précédent dans l'histoire de ce pays. C'était la première erreur là. C'est ce qui est arrivé en Irak est terrible. C'est-à-dire, à partir de l'Irak, on aurait pu avoir un modèle d'une société qui évolue de la tyrannie vers la démocratie. Et je suis sûr, encore une fois, que les gens étaient prêts. Et en réalité, on a assisté à des événements qui ont déconsidéré la démocratie. On ne va pas revenir sur toutes les erreurs de l'administration là-bas. La première chose, effectivement, c'est qu'ils ont essayé d'instaurer un système basé sur le communautarisme. Et c'était une erreur majeure parce que ça a installé le communautarisme dans la société. Ils ont dissous l'armée et les forces de sécurité. Et ils ont même dissous pratiquement l'administration. Donc tout ce qui tenait encore le pays, qui maintenait un minimum de cohérence, a disparu. Et puis, il y a eu des bavures à n'en plus finir. Chaque fois qu'une voiture passait devant un barrage, il y avait des gens qui tiraient. En plus, ils ont envoyé là-bas des gamins qui n'avaient aucune expérience, qui évidemment ne connaissaient pas la langue du pays, qui ne savaient pas ce qu'était ce pays, et à qui on avait dit apparemment que c'est pas grave s'ils tiraient sur des voitures civiles et que c'était des erreurs acceptables. Et il y a eu des... on s'est aliéné complètement de la population. C'était véritablement un désastre. Enfin, maintenant, les Américains reconnaissent tout cela, donc c'est un peu le passé. Mais... En quoi est-ce que vous racontez, c'est-à-dire l'extinction finalement d'une petite minorité, je voudrais que vous nous en parliez, ce que vous appelez les Mandéens, ou qui étaient appelés aussi les Sabéens. Vous citez l'exemple de cette communauté très minoritaire qui a disparu en Irak. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer par cet exemple-là? Écoutez, c'est une communauté dont peu de gens connaissent l'existence. Moi, j'ai découvert son existence il y a 20 ans. Je travaillais sur un roman qui allait s'appeler Les Jardins de Lumière, qui racontait l'histoire d'un prophète du IIIe siècle qui s'appelait Mani, qui avait vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, donc au bord du Tigre. Et j'avais découvert, en faisant des recherches sur le personnage, qu'il avait vécu dans une palmeraie au bord du Tigre avec son père, auprès d'une communauté que moi j'ai appelée dans le livre les vêtements blancs. C'était des gens qui pratiquaient des rites de baptême, d'immersion. Ils avaient un rapport avec certaines sectes qui étaient nées vers le 1er siècle de notre ère, les Esséniens et quelques autres. Et donc, ce qui m'avait fasciné quand j'ai fait ma recherche, c'est que cette communauté existait toujours, et qu'elle pratiquait au XXe siècle les mêmes rites qu'elle pratiquait au IIIe siècle. Et pendant les événements d'Irak, j'ai commencé à recevoir des informations selon lesquelles cette communauté, après avoir traversé tant de siècles, était en train de disparaître, parce que dans la folie qui s'est emparée de l'Irak, ils avaient subi toutes sortes de persécutions, il y a eu des conversions forcées, ils ont dû quitter leur habitat naturel et que beaucoup d'entre eux étaient obligés de quitter le pays. Et j'étais profondément choqué, profondément meurtri par cela. Je me disais, mais nous sommes censés progresser. Nous sommes censés bâtir des sociétés plus évoluées, plus conscientes des droits de l'homme, de la femme. Nous sommes censés être plus avancés que ceux qui étaient avant nous. Et si des communautés comme celle-là arrivent à traverser quasiment 2000 ans et survivre, et qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, devant nos yeux, on les voit disparaître, c'est qu'il y a un problème. C'est que véritablement, nous faisons fausse route. Bon, j'ai essayé de faire des choses un peu... j'ai écrit des lettres. Il se fait que je connais le président du Parlement norvégien. J'ai écrit au président du Parlement suédois. J'ai écrit à quelques personnes.
Et d'autres amis ont réagi. Et bon, des choses ont été faites. Actuellement, je pense qu'il y a une bonne partie de la communauté a trouvé refuge en Suède. Mais en Irak, leur nombre continue à diminuer. Et malheureusement, c'est irréversible. C'est-à-dire, il est possible, grâce à la générosité d'un certain nombre de pays, de sauver les personnes, ce qui est déjà important, mais on ne pourra pas sauver la communauté. C'est-à-dire, cette culture qui existait au bord du Tigre depuis 2000 ans, elle va disparaître devant nos yeux, et j'ajoute dans l'indifférence générale, parce que nous ne considérons pas que c'est une chose importante, c'est-à-dire c'est un des problèmes, c'est un des aspects de ce dérèglement éthique que je dénonce. Nous ne considérons pas que c'est là un problème quand une communauté disparaît, quand une langue disparaît, quand une culture disparaît, on considère que ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est important dans le monde? Qu'est-ce qui est important? Pour moi, une société humaine se juge par la manière dont elle traite ses minorités, ses femmes, les personnes les plus faibles. Si notre société humaine globale n'est pas capable d'empêcher la disparition d'une petite communauté fragile, quelle est la finalité de notre civilisation? Qu'est-ce que nous cherchons à bâtir? Pourquoi nous... voilà. Et vous dites d'ailleurs que finalement, c'est l'exemple de cette communauté, vous dites que montre à quel point le monde arabe aujourd'hui paraît incapable de tolérer ce qu'il tolérait il y a 50 ans, 100 ans ou même il y a 1000 ans. Vous dites que certains livres publiés au Caire dans les années 30 sont aujourd'hui prohibés pour cause d'impiété. Oui, je critique notre attitude au niveau global, mais c'est vrai que je critique d'abord ce qui se passe dans les pays arabes. C'est vrai que l'Amérique porte une responsabilité, mais c'est vrai aussi que dans le monde arabe, et en Irak en particulier, il y a des gens sur le terrain qui portent une responsabilité beaucoup plus grande encore. Moi, j'ai connu un monde arabe où ces tensions soit n'existaient pas, soit ne débouchaient pas sur une telle violence. Aujourd'hui, nous assistons en Irak et dans d'autres pays d'ailleurs à des conflits très, très violents entre les deux principales composantes du monde musulman, qui sont les sunnites et les chiites. Moi, j'ai connu une époque où la question ne se posait pas. C'est-à-dire, il y a toujours eu une certaine tension, mais je connais des centaines de cas d'intermariage entre les communautés. On en rigolait dans nos réunions d'amis, parce que, bon, les uns faisaient des petites plaisanteries sur les autres, mais ça n'allait pas au-delà. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des massacres en Irak, bon, au Liban, il n'y a heureusement pas de massacres, mais je peux vous dire qu'aux dernières élections, par exemple, chaque communauté a voté à 90% en faveur des partis qui la représentent, ce qui est impensable, même il y a 10 ans, c'était impensable ce genre de comportement. Il y a une dérive de communautarisme étroit, parfois violent, parfois uniquement par la parole ou par les prises de position, mais c'est une régression, c'est indiscutablement une régression. C'est un mot que vous n'aimez pas, ça, communautarisme, vous le dites dans le livre. Ah, parce que je viens du Liban, parce que j'ai vécu dans une société où il était important de faire vivre les gens ensemble et de dépasser leurs appartenances étroite vers une appartenance commune, vers le sentiment d'appartenir au même pays, et tout ce qui allait à l'encontre de cela, je le trouvais destructeur. Et je continue à la trouver plus que jamais destructeur. Alors une grande partie du livre nous éclaire, et c'est véritablement passionnant, nous explique finalement sur pourquoi tant d'Arabes aujourd'hui se rapprochent des mouvements islamistes. Et pour vous, il y a un élément qui est absolument fondamental, c'est qu'aujourd'hui les peuples arabes ne se reconnaissent pas dans leurs dirigeants et qu'il y a une crise de légitimité. Je voudrais que vous nous expliquiez ça. Oui, c'est vrai. Je pense que les gens qui suivent un peu de près le monde arabe savent qu'une bonne partie des gens, je dirais même une écrasante majorité de la population, ne se reconnaît pas vraiment dans ses dirigeants. D'un côté, parce que très peu de dirigeants sont élus démocratiquement,
Or, la principale source de légitimité, c'est quand même une élection démocratique. Et quand je regarde le monde arabe, sur les 20 et quelques pays, honnêtement, il n'y a pas un seul où il y a de véritables élections libres. Bon, il y a 2 ou 3, dont le Liban, où il y a quelque chose qui ressemble à une élection plus ou moins démocratique, mais une véritable démocratie, au sens où il y a des partis qui regroupent des éléments de toute la population, qui ne soient pas uniquement sur une base communautaire, qui se présentent avec des programmes, que l'on trouve par exemple, pour moi ça c'est un critère simple mais significatif, quand il y a un président de la République par exemple, qui se présente à une élection, qui est battu et qui rentre chez lui et qui n'est pas mis en prison. Pour moi, c'est des choses aussi simples. Bon, je connais des cas dans certains pays. Je connais, en Occident, je connais en Afrique le cas du Sénégal où Abdou Diouf a été battu et il a fait une déclaration disant que le peuple a voté. Il s'est retiré chez lui. Personne ne l'a jamais inquiété. Ce que j'ai trouvé même encore plus beau, c'est que le président qui a été élu à sa place, donc Ouad, est allé rendre visite à la mère de l'ancien président pour la consoler d'avoir parce que son fils a perdu l'élection. J'ai trouvé ça superbe. Ce sont assez inhabituel. Ça, c'est le comportement dans une démocratie. Bon, c'est vrai que dans le monde arabe, on a très peu d'exemples de démocratie et je le dénonce. Et je pense que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle les peuples ne se reconnaissent pas dans leurs dirigeants. Je dirais qu'il y a une session de rattrapage, en quelque sorte, pour les dirigeants, au cas où ils ne sont pas élus démocratiquement, c'est que les gens se reconnaissent dans leur combat. Je donne un exemple historique évident, c'était le général de Gaulle. Bon. En juin 1940, il n'était pas élu, mais à un moment de l'histoire, il a représenté son combat, a représenté le combat de son pays, donc il avait une légitimité. Aujourd'hui, dans le monde arabe, je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui ont été élus, et je ne connais pas beaucoup de dirigeants dont le combat apparaisse aux yeux de leur population comme son combat. C'est-à-dire leur population ne se reconnaissent pas en eux. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire c'est un problème qui se manifeste entre autres par le fait qu'il y a beaucoup de gens, et notamment beaucoup de jeunes, qui se retrouvent dans des mouvements qui n'ont rien à voir avec la vie politique normale et qui se retrouvent dans des mouvements parfois violents. Et donc je mets le doigt sur cette question qui me paraît essentielle et dont on parle rarement, qui est la question de la légitimité. Justement, expliquez-nous ce qu'est un dirigeant arabe légitime, ce qu'a pu être un dirigeant arabe légitime. Vous en citez 2, donc Nasser et puis Atatürk, en Turquie. En Turquie et en Égypte, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné 2 personnages qui avaient ce que j'appelle la légitimité combattante ou la légitimité patriotique. C'est-à-dire, dans le cas d'Atatürk, c'est quelqu'un qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, alors que son pays avait été battu, alors que dans les conférences qui se tenaient après la guerre à Versailles, on avait décidé de partager ce pays, il a refusé ce partage, il a levé une armée, il s'est battu contre les forces qui étaient là et il a réunifié le pays. Il a acquis une légitimité parce qu'il a réussi à refaire l'unité du pays et à confronter les puissances qui essayaient de diviser son pays. Donc il a acquis une légitimité et parce qu'il avait cette légitimité, il a pu faire toutes sortes de transformations dans son pays qui étaient impensables à l'époque. C'est-à-dire il a séparé l'État et la religion.
alors qu'il y avait une longue tradition de mélange, puisque le calife ottoman était à la fois chef spirituel et chef temporel. Et Atatürk a pu faire cela sans aucun problème. Il a bousculé les habitudes, il a obligé les gens à changer d'habit, à changer d'alphabet, il a fait beaucoup de choses parce qu'il avait une légitimité. Et les gens ont accepté de le suivre parce que lui était celui qui avait résisté, en leur nom aussi. et donc il avait obtenu cette légitimité. Dans le monde arabe, il y a eu un cas, mais je dirais que la portée était plus limitée. C'est-à-dire une figure qui était Nasser, en Égypte, qui, à un moment donné, à cause de ce qui s'est passé en 1956, puisqu'en 1956, il avait nationalisé le canal de Suez, et il y avait eu une opération militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et Israël, et militairement, il avait perdu en réalité, mais politiquement, il était sorti gagnant, puisque les Américains avaient exigé que les trois armées se retirent du territoire égyptien, et donc il était sorti gagnant, et il avait acquis effectivement quelque chose qui ressemble à ce que Atatürk avait acquis en Turquie. Je mentionne cela d'abord parce que j'ai vécu à cette époque-là, j'ai suivi un peu cette évolution, pour dire que Nasser est effectivement un personnage qui, à un moment donné, avait une légitimité politique, patriotique. Bon, je regrette qu'il n'en ait pas fait le meilleur usage. À mon avis, il aurait été capable notamment de bâtir des institutions démocratiques, probablement de résoudre ou de contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes régionaux, mais bon, un peu par sa faute, un peu parce que par la faute des autres, il n'a pas pu le faire. Vous dites quand même que son ascension, son échec et sa brusque disparition, c'est de là que date la crise de légitimité que vivent aujourd'hui les Arabes, crise qui contribue au dérèglement du monde, quand même. Oui, ça aussi, on le sait assez peu en dehors du monde arabe, mais c'est un élément majeur. Je pense que on ne mesure pas en dehors du monde arabe l'effet cataclysmique qu'avait eu la défaite de Nasser en 1967. Je pense que le monde arabe ne s'en est jamais remis. Et tous les soubresauts qu'a connu d'abord le monde arabe, puis qui se sont répandus à travers le monde entier, je pense qu'on peut les dater de cet événement-là. Alors, lorsque l'idée qu'un chef d'État arabe puisse tenir tête à l'Occident s'est évanouie, la religion, vous dites, a occupé finalement le champ qui était laissé libre à ce moment-là, et on a basculé, vous dites, d'un nationalisme arabe à un fondamentalisme musulman. En gros, il y avait trois idéologies qui avaient joué un rôle important dans le monde arabe, qui étaient le nationalisme, le socialisme et la religion et l'islam. Le nationalisme et le socialisme se sont écroulés. Avec Nasser et avec quelques autres. Et je pense que l'idéologie qui réunit religion et politique a occupé le terrain. C'est-à-dire les revendications à caractère national ont été reprises par les mouvements religieux. Les revendications sociales qui étaient l'apanage des partis de gauche ont été reprises par les mouvements religieux. Et tout cela est arrivé au cours des 25-30 dernières années, mais ça a été un cataclysme, là encore. Alors, on va parler de cette partie très intéressante du livre que vous développez concernant le parallèle avec la papauté. Je cherche l'exemple. Vous dites, pour ma part, si l'opinion courante sur les rapports entre islam et politique m'inquiète, c'est parce qu'elle constitue le fondement mental de cet affrontement des civilisations qui ensanglante le monde et assombrit l'avenir de tous. À partir du moment où l'on considère qu'en islam, religion et politique sont indissociablement liées, que la chose est inscrite dans les textes sacrés, qu'elle constitue un caractère
pardon, excusez-moi, une caractéristique immuable, alors on s'installe dans l'idée que le dit affrontement ne s'arrêtera jamais, ni dans 30 ans, ni dans 150 ans, ni dans 1000 ans, et que nous sommes en présence de deux humanités distinctes, une idée que je trouve démoralisante, bien sûr, et destructrice, mais avant tout simpliste, approximative et irréfléchie. Oui, c'est un passage qui vient dans le cadre de la troisième partie du livre, qui s'intitule « Les certitudes imaginaires ». C'est vrai que l'on a dans le monde aujourd'hui ce que j'appelle les certitudes imaginaires, c'est-à-dire un certain nombre d'idées qui sont admises et qui, à mon avis, rendent extrêmement difficiles les relations entre les diverses cultures du monde d'aujourd'hui. Une de ces idées que je trouve un peu approximative, elle n'est pas entièrement fausse, mais je pense qu'elle est souvent présentée d'une manière simpliste et schématique, c'est de dire que la différence entre christianisme et islam, c'est que dans le christianisme, il y a une séparation entre politique et religion, et dans l'islam, il n'y a pas de séparation. Je pense que c'est une idée qui est très simpliste. D'abord, ce n'est pas vrai que dans le christianisme, il y a toujours eu une séparation. C'est une séparation qui est très récente. C'est une séparation qui date du XXe siècle essentiellement, mais traditionnellement, nous sommes dans un endroit où qui symbolise aussi une relation entre politique et religion. Et je pense que ça a été tout au long de l'histoire, jusqu'au début c'est au tout début du XXe siècle que Rome a accepté de ne plus condamner la République en France. On est dans des choses très récentes. Et donc, et dans l'islam, je pense que la relation entre politique et religion est beaucoup plus compliquée qu'on ne le dit. Et pour illustrer un peu ce que je dis, je fais une comparaison à propos de la papauté. Je dis que le vrai problème ne vient pas des textes. Ma conviction, je sais que beaucoup de croyants me contesteront cela, mais ma conviction, c'est qu'on peut faire dire au texte ce qu'on veut. Ouais. Je pense qu'à chaque étape de l'histoire, les gens lisent les textes en fonction de ce qu'ils veulent leur faire dire. Et donc, les textes les textes contiennent tout. Les textes contiennent la tolérance et l'intolérance. Les textes contiennent des appels à la guerre et des appels à la paix. Je pense qu'à chaque étape de l'histoire, on fait dire aux textes ce qu'on a besoin qu'ils disent. Et je pense que la vraie différence est plutôt dans les institutions. Et là, je développe une idée qu'on n'est pas obligé de prendre telle quelle, mais c'est le fruit d'une réflexion entre amis historiens, selon laquelle la papauté a joué un rôle dans... Progressiste. Oui. Même si la papauté n'était pas d'inspiration progressiste, le fait que la papauté se soit opposée au pouvoir temporel, la capacité du pape à faire face à l'empereur, pour dire les choses simplement, a permis de développer un espace de liberté, alors que dans le monde musulman, les califes ont constamment été soumis au pouvoir des sultans, puisqu'il y avait le même type de rapport en réalité. Et c'est parce que l'autorité religieuse n'a pas pu maintenir son autonomie que le religieux s'est répandu dans le corps social. Ça paraît paradoxal, mais on pourrait en parler longuement. Mais je pense qu'il y a eu un rôle positif de la papauté, notamment dans le fait que la papauté enregistre les progrès. Dans un premier temps, elle essaie de le retenir, de le retarder, mais une fois que le progrès arrive, elle lui donne en quelque sorte son blanc-seing et elle le maintient. Je prends un exemple. Dans ma jeunesse, pour qu'une femme puisse aller à l'église, il fallait qu'elle se couvre les cheveux. C'était comme ça depuis l'époque de Saint Paul.
Et un jour, au début des années 60, on a dit ce n'est pas la peine qu'elle se couvre les cheveux, elle peut aller la tête découverte à l'église. Et à partir de là, c'était fini. C'est-à-dire plus personne ne peut venir imposer aux femmes de se couvrir les cheveux pour aller à l'église. La différence dans le monde musulman, c'est qu'il n'y a pas une autorité qui puisse dire une fois pour toutes, voilà ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des progrès à un moment donné. Et puis, à un moment donné, quelqu'un dit non. Et donc, ce progrès est remis en cause. On n'a pas une autorité qui... Pas seulement dans le monde musulman, dans le monde protestant aussi. Il y a aussi ça. Et donc, mon idée, c'est que c'est beaucoup plus une question d'institution qui explique l'évolution des sociétés que le texte. Je pense que les textes, encore une fois, ils disent à chaque étape de l'histoire ce qu'on a envie qu'ils disent. Alors, vous évoquez également dans votre livre la haine qu'ont les Arabes, non seulement du monde extérieur, mais vous dites de soi-même. Et vous dites que cette double haine explique dans une large part les comportements destructeurs et suicidaires qui caractérisent notre début du siècle. Et cette haine qu'ils ont du monde, et puis d'eux-mêmes, l'Occident n'est vraiment très responsable. Je ne dis pas tous, mais je dis que nous avons effectivement une blessure. Et cette blessure, tant qu'on n'a pas compris que cette blessure existe, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde arabe. Il y a une blessure, et cette blessure vient du fait que cette civilisation, qui a été rayonnante, qui a produit tant de choses, à un moment donné a commencé à décliner, et chaque fois qu'elle essaie de se redresser, il y a un coup, elle reçoit un coup, et donc on a ce sentiment qu'on va de défaite en défaite. Et sincèrement, c'est un sentiment, chaque fois qu'on se réunit, il y a une forme de lamentation par rapport à ça. Et puis les événements qui se passent dans le monde ne font que confirmer. C'est-à-dire, quand on voit un pays comme l'Irak, qui est quand même un grand pays avec un peuple où il y avait beaucoup de gens de qualité, des artistes, des écrivains. Et quand on voit ce pays, ce qu'il est devenu en 5-6 ans, on ne peut que se lamenter. Et ce qu'on a vu en Irak, on l'a vu au Soudan, par exemple. Moi, j'ai connu une époque où il y avait une intelligentsia soudanaise de très haut niveau, et puis elle a été complètement décimée. Aujourd'hui, c'est un pays qui ne fait que régresser, dont on n'entend parler que à propos des massacres de Darfour. Et, bon, le Liban, c'est aussi un exemple. Bon, c'est un pays qui était en pleine expansion, et puis on a eu 35 ans de tragédie. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment dans le monde arabe d'une blessure profonde, de sentiment que l'on vit aujourd'hui dans un monde où l'on n'a pas sa place, où l'on est regardé de travers, où sa culture n'est pas respectée, où sa langue n'est pas respectée, où les figures que l'on vénère sont brocardées. Et donc, c'est un sentiment qui est réel. Je pense et on doit le prendre en compte pour comprendre ce qui se passe. Mais le plus grave, vous dites, c'est que finalement, cette détestation et ce mépris, certains Arabes se disent que ça n'est finalement pas si injustifié que cela. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle la haine de soi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on se flagelle beaucoup, c'est vrai. Je pense que quand on a constamment le sentiment qu'on va de défaite en défaite, et chaque fois qu'un combat commence, on est persuadé qu'on va perdre à la fin. Et c'est bon, ce n'est pas seulement une tragédie pour le monde arabe. Je pense que c'est devenu une tragédie pour le monde entier. Je pense que c'est devenu une tragédie parce que un monde où il y a des centaines de millions de personnes
qui ont le sentiment d'être dans un monde hostile, il y a un problème. Et je pense que cette question n'est jamais adressée correctement. Je pense que c'est une question qu'on ignore, au double sens du terme ignorer. Alors justement, pour ne pas l'ignorer, vous dites que parmi les remèdes au dérèglement du monde, vous mettez en avant le rôle central que peut jouer la culture. Et ça vous semble être un premier repère à se fixer, en tout cas. Vous dites que pour que la coexistence soit plus harmonieuse, il nous faut apprendre à connaître les autres de manière plus subtile. C'est un mot très choisi, j'imagine. Pour vous, ça veut dire quoi? Je pense que nous vivons aujourd'hui dans les mêmes villes, dans les mêmes pays. Nous venons de cultures différentes, mais nous nous connaissons mal. Je pense que nous avons besoin de nous connaître autrement que d'une manière superficielle, autrement qu'à travers des préjugés, des idées reçues. Et malheureusement, c'est ce qui arrive le plus souvent. Nous avons quelques idées reçues. Il y a des gens qui sont nos voisins depuis 20 ans et nous n'avons pas la curiosité de savoir ce qu'ils sont, d'où ils viennent, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs espérances. Et je pense que c'est une attitude généralisée. Je ne m'exclus pas du lot. Je pense qu'il y a une sorte d'incuriosité qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin de connaître les gens d'une manière plus subtile, plus intime. Je crois qu'il faut aller vers les autres. Il faut connaître leur culture, parce que c'est là que les peuples se dévoilent réellement, dans leur culture, dans leur littérature notamment. Et je pense qu'on a besoin de découvrir la culture des autres. Je pense que si on veut véritablement vivre dans les mêmes villes, dans les mêmes pays, et d'une manière harmonieuse, nous devons modifier nos habitudes. Nous devons aller vers les langues des autres, vers les cultures des autres. Pour moi, c'est fondamental. Et j'ajouterai que ceux qui viennent du Sud le font beaucoup mieux que ceux qui sont au Nord. C'est-à-dire les gens qui viennent du Sud ont pris l'habitude depuis des décennies d'aller vers le Nord, d'étudier ses langues, d'étudier son mode de vie, de s'impliquer dans sa culture. Et le Nord a besoin de faire les mêmes gestes. C'est vrai que les gens éprouvent moins le besoin, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il faut faire un effort dans ce sens. Ça ne peut pas être à sens unique. Il faut véritablement que les gens sortent un peu de l'eurocentrisme, de ce sentiment que notre culture se suffit à elle-même, qu'on n'a pas besoin des autres. Je pense que c'est important, si l'on veut maintenir une coexistence harmonieuse, que chacun fasse aussi ce chemin vers les autres. Pour illustrer ce que vous venez de dire, je lirai ce passage, page 206. Si l'on encourageait toute personne à se passionner dès l'enfance et tout au long de la vie pour une culture autre que la sienne, pour une langue librement adoptée en fonction de ses affinités personnelles et qu'elle étudierait plus intensément encore que l'indispensable langue anglaise, il en résulterait un tissage culturel serré qui couvrirait la planète entière, réconfortant les identités craintives, atténuant les détestations, renforçant peu à peu la croyance à l'unité de l'aventure humaine et rendant possible de ce fait un sursaut salutaire. Je ne vois pas d'objectif plus crucial en ce siècle, et il est clair que pour se donner les moyens de l'atteindre, on doit accorder à la culture et à l'enseignement la place prioritaire qui leur revient. Oui, je pense que nous sommes dans un monde où il n'y a plus d'étrangers. Ouais. Nous sommes tous embarqués dans la même aventure, que les gens vivent de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout du monde. Nous sommes embarqués dans la même aventure. Ce qui nous arrive affecte les autres. Ce qui arrive aux autres nous affecte. Nous avons véritablement besoin de penser le monde comme s'il était une vaste nation plurielle. Ça, c'est le leitmotiv qui revient constamment dans ce livre. Alors un point crucial aussi pour vous, c'est le rôle de passerelle que peuvent jouer les immigrés, selon vous, entre les deux cultures. Oui, je pense que on a besoin de bâtir des passerelles. Ça devient difficile, sincèrement, mais c'est indispensable. Et je pense que ceux qui peuvent, mieux que d'autres, jouer le rôle de passerelle, ce sont les migrants. Parce que les migrants appartiennent à deux cultures. Et je pense que si les migrants arrivent à vivre pleinement ces deux cultures,
s'ils ont véritablement le désir de rapprocher ces deux cultures, ils peuvent jouer un rôle majeur. Et si les migrants sont mal dans leur peau, s'ils se sentent exclus de l'une ou de l'autre de leurs deux cultures, je pense qu'ils deviennent un problème plus grave. Pour tout le monde. Je pense que les migrants, c'est comme les zones frontalières. Elles peuvent être des zones d'affrontement ou des zones d'échange. Et ça dépend de nous d'en faire ceci ou cela. Et vous dites que c'est là, auprès des émigrés, que la grande bataille de notre époque devra être menée. C'est là qu'elle sera gagnée ou perdue. La Turquie, je voudrais qu'on en parle aussi. C'est un pays essentiel, évidemment, dans le monde arabo-musulman. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à son intégration dans l'Europe? Et est-ce que ça ne pourrait pas permettre, quelque part, à l'Union européenne d'influencer un peu, d'influencer sur les choses dans cette partie du monde? On sait que la majeure partie de l'Europe, de l'Union européenne, est contrainte. C'est une question qui est complexe. Et je pense qu'il ne faut pas la simplifier à l'excès. C'est une question complexe parce que intégrer la Turquie à l'Union européenne, c'est prendre le pari d'une sorte de compromis historique entre l'Europe et le monde musulman. Ce qui est une chose importante, mais sincèrement, je pense qu'il est tout à fait légitime d'être favorable ou défavorable. C'est une question qui mérite d'être discutée et qui n'est pas simple. Moi, j'ai mon opinion que je donnerai, mais je pense que c'est tout à fait légitime d'être pour ou contre. Ce qui, à mon avis, n'est pas légitime, c'est d'en faire un argument dans le débat politique aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas très responsable de faire de l'adhésion de la Turquie un sujet d'une bataille électorale, par exemple, et en réalité capitaliser sur les peurs, sur la xénophobie. Je pense que ça, c'est profondément malsain. Et c'est retomber dans le piège que vous nous avez décrit. Oui, je pense que c'est profondément malsain et irresponsable. En revanche, débattre de cela, dire que c'est une question qui a besoin d'être débattue en profondeur pendant des années, ça c'est la réalité. Je pense que ce n'est pas une question qu'on peut régler comme l'entrée de Malte ou de la Lituanie. C'est une question importante qui mérite véritablement des années de débat, mais de vrais débats. Pas d'agiter des épouvantails pour gagner des voix. C'est un vrai débat et je pense qu'il a besoin d'être mené. Et de toute façon, le jour où une décision sera prise, ce ne sera pas dans 1 an ou dans 3 ans. À mon avis, c'est un débat qui doit s'étendre sur au moins une dizaine d'années et qui doit être fait d'une manière transparente, c'est-à-dire que l'on sache ce que c'est. Moi, je pense que ce pari est un pari important et qu'il faudra un jour le prendre. Mais je n'ai pas confiance dans l'aptitude aujourd'hui de l'Europe à prendre ce genre de pari. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, une Europe qui n'est pas capable de gérer voix en velin ne peut pas gérer la Turquie, la présence de la Turquie. C'est-à-dire, à partir du moment où on sera capable d'avoir une attitude cohérente et savoir exactement où en est la question de l'identité. Parce qu'il y a tellement de tabous, tellement de mots qui deviennent simplement des instruments politiques superficiels, alors que ce sont des questions fondamentales. Je pense qu'on a vraiment besoin de s'installer et de discuter en profondeur. Qu'est-ce que c'est l'identité de l'Europe? Quel type d'Europe on va construire? Il ne s'agit pas de jeter les mots les uns à la face des autres. Je pense qu'on a besoin de savoir quelle est l'identité culturelle de l'Europe, que va-t-on faire avec toutes les langues d'Europe, comment on va harmoniser la question linguistique en Europe. Est-ce qu'il y a en Europe des raisons d'accepter ou de ne pas accepter tel ou tel pays? Ce sont des questions qui doivent être débattues en profondeur. Et donc, discutons-en, mais sur de véritables bases et en mettant tous les éléments sur la table, parce que ce sont des décisions qui doivent être prises de manière adulte, pas simplement avec
des arguments démagogiques. Enfin, de ce que vous nous dites, l'Europe n'a pas l'air très adulte. Vous ne la trouvez pas très adulte, en fait. Moi, je suis un Européen passionné, d'autant plus passionné que je ne suis pas né en Europe, même si je suis né dans le pays où est née la princesse Europe, puisque la personne qui a donné son nom au continent était la fille d'un prince de Phénicie, enlevé par Zeus. C'est vrai que c'est une légende, mais les légendes reflètent quelque chose dans l'histoire. Mais je ferme la parenthèse anecdotique. Je pense que ce qui arrive en Europe depuis une soixantaine d'années est probablement l'événement politique majeur qui nous permet d'espérer en l'avenir de l'humanité. Le fait que des pays qui se sont combattus pendant si longtemps puissent se retrouver et bâtir ensemble, volontairement, une unité basée sur la diversité, qu'ils organisent ensemble leur avenir commun, c'est fabuleux. C'est une utopie qui se réalise, et je trouve qu'il n'y a pas dans le monde un événement aussi important au cours des siècles. Simplement, je suis plus exigeant, d'autant plus exigeant pour ce qui se fait en Europe. Je pense qu'on a fait fausse route, par exemple, par rapport aux institutions. Je pense que nous avons 27 pays démocratiques qui ont réussi ou 30 peut-être, je ne sais plus combien ils sont maintenant, 27 toujours, qui ont réussi à bâtir des institutions pas vraiment démocratiques. Normalement, un parlement, c'est un parlement. Et je pense que si les gens ne votent pas, c'est parce qu'ils savent que ce n'est pas vraiment encore un parlement. Pour vous, il devrait avoir des pouvoirs équivalents au Congrès américain. Je pense, si je devais rêver, comme je ne suis qu'un écrivain et que je ne suis pas en politique, je peux me permettre de rêver. Moi, je voudrais un système un peu à l'image du système américain, c'est-à-dire d'abord un pouvoir élu au niveau continental, avec certainement un rôle pour les États plus important que celui des États américains, mais un rôle qui soit essentiellement au niveau de la diffusion de leur culture, de leur langue, mais qu'il y ait véritablement un pouvoir central qui puisse prendre des décisions pour tout le monde et que la population aurait élu. Parce que là, on ne sait pas qui élit qui et qui. Et donc, on a vraiment besoin d'un système qui fonctionne. Ça, c'est un aspect. Et je pense qu'on devra aller dans cette direction. Parce que jusqu'à présent, on n'a toujours pas décidé si on voulait faire une fédération ou une zone de libre-échange. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il faut quand même prendre cette décision. L'autre chose que je critiquerais personnellement, c'est que tout l'aspect culturel de la construction européenne a été occulté. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il fallait commencer par l'économie, par la politique, par l'harmonisation des lois, mais le culturel est essentiel, non pas pour ajouter un volet de plus, mais parce que c'est le culturel qui donne un contenu, c'est le culturel qui fait que les gens ont le sentiment d'appartenir à cet ensemble. Or, les gens n'ont pas le sentiment d'appartenir encore. Et même, je dirais qu'on a régressé. On a moins le sentiment d'appartenir à l'Europe aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Moi, je suis arrivé en France il y a exactement 33 ans. Et depuis, j'ai vu reculer le sentiment européen. Entre autres parce que tous les gouvernements, de gauche et de droite, se sont défaussés sur l'Europe, sur tout ce qui était impopulaire. Ça, c'est la réalité. Chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas présenter à sa population, on dit, mais vous savez, on n'y peut rien, c'est Bruxelles. Et donc, Bruxelles est devenu le monstre froid ça n'existerait pas si Bruxelles était élu. C'est-à-dire, si on peut se défausser sur Bruxelles, c'est justement parce que Bruxelles n'est pas élu. C'est que l'autorité qui est à Bruxelles, elle est désignée. Donc elle n'a pas d'élection populaire, donc on peut l'accabler de toute l'impopularité dont on ne veut pas s'encombrer soi-même. Ce n'est pas normal. Je pense qu'on a besoin véritablement à la fois de penser sérieusement à la question de la culture et de la langue. Je pense que
on est dans une Europe où on a 23 langues officielles et je ne sais plus combien d'autres langues qui sont utilisées. Et en même temps, tout le monde sait que chaque fois qu'il y a 4 Européens qui se réunissent, ils parlent anglais. Parce que quand un Danois, un Espagnol, un Italien et un Irlandais se réunissent, ils vont parler anglais nécessairement. Et donc on se retrouve avec une langue commune de fait. Et je pense que c'est malsain. Moi, j'aime beaucoup la langue anglaise. Je n'ai rien contre la langue anglaise. Mais je pense que ce n'est pas la vocation de l'Europe d'être monolingue. Je pense que la vocation de l'Europe, c'est que chaque pays puisse continuer à avoir accès à tout à travers sa propre langue, que toutes les langues aient leur place, que chaque pays puisse s'adresser aux autres dans sa langue. Il n'y a aucune raison que les Italiens et les Portugais se parlent en anglais. Les Italiens et les Portugais devraient se parler soit en italien, soit en portugais. Et je pense qu'on devrait faire en sorte que dans chaque pays, il y ait un contingent qui parle les autres langues pour qu'on puisse établir cette relation. Sinon, moi, je n'aimerais pas me retrouver à un moment où la France se sentirait mal à l'aise dans un ensemble anglophone. C'est-à-dire, elle va se sentir un peu comme le Québec au Canada, entouré d'un univers anglophone et se sentir minoritaire, marginalisé. Je pense que c'est malsain. Et je pense qu'on a besoin de réagir. Et moi, on m'a chargé à un moment donné à la Commission européenne de faire un rapport sur les langues, justement, avec un groupe de personnes. Nous avons fait un rapport qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'est une question qui vaut vraiment la peine d'être débattue, parce que pour moi, c'est fondamental. Moi, je accorde beaucoup d'importance aux langues. Je pense que les langues sont le pivot des cultures, et puis je pense que les identités doivent d'abord s'appuyer sur les langues. Vous dites à un moment donné, tant que les États-Unis n'auront pas persuadé le reste du monde de la légitimité morale de leur prééminence, l'humanité demeurera en état de siège. Ça veut dire, une fois de plus encore, le re-règlement du monde ne va pas pouvoir se faire sans eux. Et quel regard vous jetez un peu finalement sur les premiers mois là, de ce président? Est-ce qu'il vous donne des raisons lui aussi d'espérer? Vous savez, les États-Unis élisent leur président, mais nous savons tous que ce président n'est pas seulement le président des États-Unis, parce qu'il joue un rôle dans tous les autres pays, il a un rôle global. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le président global, mais il l'est un peu quand même. Et donc, quand ce président ne se comporte pas comme un président global, on le sent et on réagit. C'était le cas de l'administration précédente qui n'écoutait pas les préoccupations des autres, qui manifestait de l'arrogance, de l'insensibilité. Et c'est vrai qu'un président des États-Unis est censé écouter les autres, que ce soit sur le dossier du climat ou sur d'autres dossiers. Et là, je peux dire, autant qu'on peut en juger en 3 ou 4 mois, je peux dire que ce président est en train d'écouter le reste du monde. Je pense que c'est quelqu'un qui a un niveau intellectuel et moral élevé. Moi, je suis extrêmement confiant, mais la seule chose le seul bémol, c'est que la tâche qu'il a devant lui est tellement gigantesque que j'ai un peu peur qu'il échoue, parce que il y a tellement de choses à régler dans ce monde que... mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que lui a conscience des problèmes. Et c'est important. Et que lui, il a une sensibilité qui fait qu'il ne voit pas le monde de loin. Il a une sensibilité américaine, évidemment, européenne, mais aussi africaine, mais aussi asiatique. Et donc, il est entre tous ces mondes, il les sent. Il les sent, et donc c'est certainement une chance d'avoir quelqu'un comme Obama aux États-Unis, mais on est au début d'un long parcours. Je ne sais pas où on arrivera. Vous pensez souvent qu'il y a des raisons d'espérer en un monde meilleur, mais est-ce qu'il vous arrive aussi de penser qu'on se dirige vers une catastrophe inéluctable?
Vous penchez, vous basculez de l'un à l'autre? Non, pas inéluctable, pas du tout. Non, je pense qu'il y a des risques réels. Je pense que nous avons un mode de fonctionnement qui fait que nous ne prêtons pas notre attention assez longtemps à ces risques. Je donne un exemple. La question climatique, c'est un risque important. Les savants, dans leur écrasante majorité, nous disent qu'il y a des risques très graves pour une bonne partie de l'humanité, probablement pour toute l'humanité, que des centaines de millions de personnes vont être affectées directement assez vite. Et en tout cas, il est possible que dans les 15 ou 20 ans à venir, quelque chose d'irréversible se produise qu'on ne pourra plus inverser. Et donc, nous avons conscience de cela aujourd'hui. Mais nous avons tellement l'habitude du zapping que nous passons facilement à autre chose. Et nous avons l'impression que ça y est, nous avons fait ce qu'il fallait, mais nous n'avons rien fait encore. C'est-à-dire, nous n'avons absolument rien fait qui puisse inverser ce mouvement. Et nous allons, dans 1 an, dans 5 ans, dans 7 ans, nous rappeler de nouveau en disant « Oui, il faudrait faire quelque chose ». Et puis on va passer à autre chose. Et je pense que nous avons besoin réellement de nous atteler à cette tâche de résoudre des problèmes. Et donc c'est cela qui m'inquiète et qui fait que je crie un peu fort en disant nous pourrions aller vers la catastrophe en toute bonne conscience. Maintenant, il y a effectivement des facteurs encourageants. Bon, c'est vrai que je cite l'Europe dans le livre parce que je pense que malgré toutes mes critiques, ces critiques sont des critiques de quelqu'un qui a envie que les choses aillent plus vite et dans une direction plus claire. C'est vrai que ce qui s'est passé aux États-Unis est quasiment miraculeux, que l'on passe d'un pouvoir totalement insensible à ce qui se passe dans le monde à un pouvoir au contraire qui a une sensibilité aiguë à ce qui se passe dans le monde. Et puis il y a quelques autres facteurs encourageants, mais y compris le développement d'un certain nombre de pays du Sud. Je pense que nous assistons quand même à la fin de ce qu'on appelait le tiers-monde, c'est-à-dire à l'évolution accélérée des grandes nations des pays sous-développés qui entrent dans le développement. Et donc tout cela est positif, mais tout cela a besoin d'être géré pour ne pas produire des effets négatifs. Et donc je ne sais pas si je dois me définir. Je n'aime pas les termes d'optimisme et de pessimisme parce que je ne sais pas comment me définir. Je dis simplement que je suis inquiet, mais certainement pas désespéré. Je pense qu'il y a la possibilité de sortir. Et je pense que nous avons les moyens de sortir de toutes les impasses à condition d'en prendre conscience et de le faire. Y a-t-il des questions pour Amin Maalouf ? Des micros si vous voulez. Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. On a dit que si... Pouvez-vous vous lever, juste, oui. Excusez-moi. On a dit que si on avait à faire l'ONU maintenant, ce ne serait pas possible, parce qu'il n'y aurait pas de consensus sur les décisions qui avaient été prises à l'époque. Donc on ne pourrait pas bâtir une ONU de nos jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés avaient pris un certain nombre de mesures qui avaient du bon ou du mauvais, mais qui au moins ont créé un certain mode de fonctionnement dans les relations internationales.
Malheureusement, on n'a pas fait la même chose après la chute du mur. Je pense que ce que vous dites n'aurait probablement pas été vrai il y a 20 ans, parce qu'il y avait une sorte d'élan. Si on avait établi quelque chose qui ressemble aux Nations Unies, une nouvelle règle dans les relations internationales, ça aurait pu fonctionner. Aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'arriver à des équilibres. Et le dilemme aujourd'hui, c'est que soit on a quelques pays qui agissent au niveau international, mais qui généralement agissent pour leur propre intérêt, et pas toujours au nom, véritablement au nom de la communauté internationale, ou alors on va avoir un système où beaucoup de pays auront la possibilité de donner leur opinion, mais là on arrive probablement à une paralysie du système. C'est-à-dire si on a demain un Conseil de sécurité où il y a 5 ou 6 pays de plus, c'est peut-être plus représentatif, mais en même temps c'est probablement plus paralysant pour une institution internationale. D'autres questions ? Ils sont très timides. Très attentifs, mais très timides. Pas d'autres questions ? Évidemment, on a évoqué même pas le quart de ce qui est dit dans le livre, de toutes les démonstrations que vous y faites. Je vous conseille véritablement la lecture de ce livre, et lisez-le, et ensuite faites-le passer autour de vous. C'est un livre vraiment indispensable et nécessaire. En vous remerciant beaucoup, le sage Amin Maalouf, d'être venu ce soir. Merci à tous. Merci infiniment.